La Russie dans les cordes. Ses forces subissent de lourdes pertes et des centaines de soldats meurent chaque jour. La guerre en Ukraine a duré bien plus longtemps que ce que le Kremlin avait imaginé. Et le président russe Vladimir Poutine est désormais à court d'options. Ainsi, dans un geste désespéré, la Russie semble s'être tournée vers un allié improbable et controversé, la Corée du Nord. Mais pas pour les armes et les munitions. Pyongyang a déjà été accusé de fournir Moscou. Cette fois, c'est différent, beaucoup plus sérieux. Des rapports suggèrent que des soldats nord-coréens pourraient être envoyés sur les lignes de front. De vrais bots sur le terrain. Une alliance qui marque un nouveau chapitre dangereux dans cette guerre. Cette décision soulève la question suivante. Si la Corée du Nord est prête à lancer ses forces contre la Russie, qu'est-ce que cela signifie pour la guerre en Ukraine? Et plus important encore, cela incitera-t-il l'OTAN, l'alliance militaire la plus puissante au monde, à intensifier ses efforts et à combattre directement au nom de l'Ukraine? Dans cette vidéo, nous discutons de cette alliance et de ce qu'elle signifie pour la guerre, et de la manière dont elle pourrait forcer l'OTAN à repenser son rôle en Ukraine. Car à l'heure actuelle, il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'avenir du conflit mondial. Avant de nous plonger dans un scénario, passons en revue les bases. Après tout, il est impossible de comprendre la situation dans son ensemble sans d'abord savoir ce qui se passe avec l'implication de la Corée du Nord. En d'autres termes, nous avons besoin de connaître les faits avant de pouvoir faire face aux conséquences. Commençons donc par ce que nous savons. Nous savons que les informations faisant état de l'implication de la Corée du Nord dans la guerre en Ukraine se multiplient et sont difficiles à ignorer. Les renseignements militaires ukrainiens, les organisations gouvernementales ukrainiennes, les renseignements sud-coréens et les médias occidentaux disent la même chose. Les troupes nord-coréennes entrent en guerre aux côtés de la Russie. Cependant, toutes ces sources semblent être en désaccord sur un point. Combien de soldats nord-coréens sont réellement impliqués? Une source du renseignement militaire ukrainien a révélé à la BBC que la Russie était en train de créer une unité composée de 3 soldats nord-coréens. Kiev pense que cette unité pourrait se préparer à Ulan-Ude, près de la frontière avec la Mongolie. Dans le même temps, une source militaire d'Extrême-Orient russe confirme que les Nord-Coréens sont déjà arrivés à la base près d'Ussuri, au nord de Vladivostok, mais souligne que leur nombre ne dépasse pas 3 personnes. Cette source n'a toutefois pas souhaité préciser combien de soldats se trouvaient réellement en Extrême-Orient. Cela nous amène au rapport du National Intelligence Service, NIS, sud-coréen, qui montre que 500 soldats ont déjà été envoyés en Russie. Ces soldats seraient arrivés entre le 8 et le 13 octobre, transférés à Vladivostok sur 7 navires russes. Mais ils ne seraient pas venus seuls. Les rapports indiquent également qu'ils avaient emporté avec eux des uniformes, des armes et même de fausses cartes d'identité russes. Cependant, le NIS affirme qu'il ne s'agit que de la première vague de soldats. D'autres Nord-Coréens suivront leur exemple, ce qui pourrait porter leur nombre à 12 soldats, a indiqué l'agence. C'est un chiffre suffisamment important pour avoir un réel impact. Bien que ce chiffre n'ait pas été officiellement confirmé, il témoigne de l'implication profonde de la Corée du Nord dans la guerre en Ukraine. Quant à la destination de ces troupes, l'unité nord-coréenne basée à Ulan-Ude devrait se déployer dans la province russe de Kursk, la même zone où les forces ukrainiennes ont lancé une incursion en août. Leur rôle pourrait être de protéger certaines parties de la frontière russo-ukrainienne, libérant ainsi des unités russes pour des combats plus directs ailleurs. Mais ne vous attendez pas à ce que des soldats nord-coréens soient sur la ligne de front pour l'instant. Des experts comme Valery Ryabik, rédacteur en chef de la publication ukrainienne Defense Express, estimant que ces unités seront dans un premier temps utilisées dans des rôles davantage de soutien. Mais même s'ils ne sont pas immédiatement envoyés au combat, leur simple présence permet à la Russie de déplacer davantage de ses propres forces vers des positions offensives. Vous pourriez penser que toutes ces preuves semblent plutôt spéculatives. Où sont les preuves concrètes? Et la preuve vidéo? Sans aucun doute. La preuve la plus convaincante de l'implication de la Corée du Nord est une vidéo diffusée sur CNN par le Centre ukrainien des communications stratégiques,
Cette vidéo montre des soldats nord-coréens alignés sur un terrain d'entraînement russe, recevant leurs uniformes et leur équipement. Bien que leurs conversations ne puissent pas être entièrement comprises en raison de la mauvaise qualité du son, ils semblent parler coréen. Et ce n'est qu'un film. Une autre, géolocalisée par CNN, montre des soldats nord-coréens arrivant au terrain d'entraînement de Sogivka, près de la frontière russo-chinoise. On entend un russophone dire « Nous ne pouvons pas les enregistrer ». Puis, il y en a des millions ici. Ce n'est que le début, bien que des millions soient certainement une exagération. Ces mots soulignent l'ampleur de ce développement, ainsi que le secret qui l'entoure. CNN a également publié une copie d'un questionnaire que les recrues nord-coréennes devaient remplir à leur arrivée en Russie, répertoriant les tailles de chapeaux, de couvre-chefs, d'uniformes et de chaussures. La partie supérieure du questionnaire est rédigée en russe, tandis que les différentes options de taille sont rédigées en coréen. Cela signifie que les Nord-Coréens sont non seulement intégrés, mais également équipés pour leur nouveau rôle. Le questionnaire et 2 vidéos confirment ou font également les informations du NIS selon lesquelles les soldats sont équipés et entraînés avant d'être déployés en Ukraine. Selon les NIS, les soldats nord-coréens actuellement stationnés dans les bases militaires de Vladivostok, Uriisk, Khabarovsk et Blagoveshchensk ne seront envoyés dans les zones de combat qu'après avoir terminé leur entraînement. Une courtoisie commune dont ne font pas preuve de nombreux citoyens russes qui sont lancés au combat avec une préparation minimale, sous-entraînés et sous-équipés. Mais étant donné l'identité présumée de ces soldats nord-coréens, ce traitement spécial ne devrait pas surprendre. Comme vous pouvez le constater, le NIS rapporte que les unités envoyées en Russie ont été personnellement inspectées par Kim Jong-un lui-même avant leur déploiement, ce qui indique que ces soldats pourraient faire partie des forces d'élite nord-coréennes, compte tenu de la méfiance du pays à l'égard des conscrits, susceptibles d'être enclins à la désertion. Il est probable que les forces d'opération spéciales soient déployées en Ukraine parce qu'elles sont hautement entraînées et, plus important encore, très loyales. Les forces spéciales peuvent sembler intimidantes dès le départ. C'est le genre de soldats d'élite que vous ne voudriez pas affronter sur le champ de bataille. Vous pouvez imaginer les Navy SEALs américains, les SAS britanniques ou encore les Spetsnaz russes, des unités d'élite connues pour leur précision, leurs tactiques meurtrières et leur entraînement supérieur. Mais n'exagérons pas, nous parlons de la Corée du Nord, un pays connu pour son équipement obsolète, ses tactiques peu fiables et son armée mieux entraînée aux grands défilés qu'à la guerre moderne. Bien sûr, ils sont loyaux, peut-être dans une certaine mesure. Mais lorsqu'il s'agit d'héroïsme sur le champ de bataille, ils ne font pas le poids face aux meilleures forces spéciales du monde. Alors, que peut exactement attendre l'Ukraine des forces nord-coréennes envoyées pour s'y opposer? Eh bien, le personnel envoyé à Vladivostok serait issu de quelques 200 forces d'opération spéciales, AOSOF, soldats dont la mission principale est de rechercher et de tester les systèmes de défense sud-coréens. Ce chiffre à lui seul est susceptible de faire sourciller. Pourquoi? Parce que les véritables forces spéciales d'élite du monde se contentent par centaines, et non par centaines de milliers. La SEAL, environ 200-500 membres actifs. SAS britannique, 400 à 500 agences d'élite. Même les Spetsnaz russes, aussi notoires soient-ils, ne peuvent s'approcher de cette somme à 6 chiffres. Soit Kim redéfinit ce que signifie être spécial, soit nous avons affaire à un sentiment exagéré de grandeur militaire. Ahmed Hassan, PDG de Gray Dynamics, une société de renseignement basée à Londres, voit les choses sous un autre angle. L'unité SOF de la Corée du Nord est peut-être exceptionnelle selon ses propres normes, mais elle ne constitue pas un insigne d'honneur par rapport aux critères de l'OTAN ou de la Russie. S'il y a un rang entre 1 et 10, disons que 1 est basique et 10 est Delta Force ou SAS, alors NK Force est un solide top 5. Ce sont essentiellement des soldats de niveau intermédiaire dans le monde des forces spéciales. Autrement dit, si nous sommes généreux, le seul domaine dans lequel SOF excelle vraiment est celui du mystère. Il s'agit sans aucun doute de l'une des unités militaires les plus secrètes au monde. Ce qui n'a rien d'étonnant,
compte tenu du pays dont elle est originaire. Fondamentalement, les SOF constituent une énigme pour les puissances occidentales, loyales et hautement entraînées, bien qu'ils ne disposent pas de l'équipement militaire avancé des forces de l'OTAN. SOF a également une histoire mouvementée. Fondée en 1968, elle a gagné en notoriété après l'attentat désastreux contre la Maison-Bleue, la résidence du président sud-coréen, au cours duquel 26 des 31 agents ont été tués. Considérant que leur venue au monde a été un pur désastre, il n'est pas surprenant que l'on sache peu de choses sur leurs exploits ultérieurs. Selon certaines informations, des forces SOF auraient été déployées en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Cependant, certaines spéculations circulent selon lesquelles ces soldats n'étaient que de simples mercenaires nord-coréens, ce qui rend encore plus confuse leur capacité réelle. Ce que nous savons, c'est qu'en 2017, ils ont participé à un événement public rare, marchant fièrement aux côtés des soldats réguliers, car rien ne vaut mieux qu'une marche synchronisée pour les forces spéciales d'élite. La même année, les médias d'État nord-coréens ont montré des soldats, des SOF portant de la peinture de camouflage noir et des lunettes de soleil sombre, tenant ce qui a été décrit comme un nouveau fusil équipé d'un lance-grenades. Cependant, plusieurs rapports indiquent que leurs uniformes ressemblent étrangement à ceux portés par les forces spéciales sud-coréennes, connues sous le nom de Bérets noirs. Peut-être que la Corée du Sud devrait se consoler en disant que l'imitation est la forme de flatterie la plus sincère. Même les quelques détails que nous connaissons sur les SOF suffisent à soulever la question. Leur présence va-t-elle vraiment renverser le cours de la bataille? Ou ne sera-t-elle qu'un nouveau coup de pied sur le terrain pour que la Russie puisse riposter, compte tenu des défis auxquels il sera confronté en Ukraine? La deuxième option semble bien plus probable. Que les soldats nord-coréens combattant pour la Russie soient effectivement des forces spéciales ou des troupes régulières. Une chose est sûre, leur intégration sera une bataille difficile. Pour commencer, la barrière de la langue. Non seulement les soldats nord-coréens ne parlent pas russe, mais ils ne parlent pas russe du tout. Cela pose un sérieux problème dans le chaos des combats, où la communication est essentielle. Intégrer des milliers de Nord-Coréens dans les unités militaires russes n'est pas aussi simple que d'ajouter des effectifs supplémentaires aux ranks. Un analyste a souligné les difficultés rencontrées par la Russie pour tenter d'intégrer des centaines de prisonniers dans ses forces, et ces types parlaient russe. Imaginez maintenant la complexité supplémentaire lorsque les soldats sur le terrain ne parlent même pas une langue commune. D+, le front oriental de l'Ukraine s'est transformé en une guerre d'usure. Un hachoir à viande brutale où les opérations secrètes traditionnelles et les tactiques des forces spéciales peuvent s'avérer inefficaces. Dans l'état actuel des choses, la vraie question est la suivante. Que feront exactement les soldats nord-coréens sur le champ de bataille? Sans un rôle clair, ils risquent de devenir un passif supplémentaire plutôt qu'un atout précieux. Un autre défi de taille est le manque d'expérience récente des forces nord-coréennes en matière de combat. Bien que le pays dispose d'une impressionnante armée en service actif d'environ 1,28 million de soldats, la quatrième au monde, la plupart de ces troupes n'ont participé à aucune opération de combat significative depuis des années. Contrairement à l'armée russe, qui a activement participé au conflit, pour le meilleur ou pour le pire. Les troupes nord-coréennes sont surtout connues pour leurs compétences en ingénierie et en construction. La guerre en Ukraine pourrait marquer sa première implication dans un conflit international et entrer dans un environnement aux enjeux aussi élevés sans réelle expérience pourrait s'avérer désastreux. Il y a aussi la question de la tactique. La structure militaire de la Corée du Nord est basée sur l'ancien modèle soviétique, ce qui soulève des questions sur la capacité de ces unités d'infanterie motorisées à s'adapter aux réalités de la guerre moderne. Leurs tactiques traditionnelles risquent de ne pas fonctionner correctement dans une bataille caractérisée par des manœuvres rapides, de la technologie et de l'adaptabilité. Et n'oublions pas le risque d'exposer les Nord-Coréens à la vie en Occident. Si ces soldats sont mis dans une situation où ils voient comment vit l'autre moitié, surtout par rapport à la dure réalité de leur pays d'origine, la désertion peut devenir un problème sérieux, même pour les forces dites d'élite. C'est pourquoi Bruce W. Bennett,
chercheur principal en défense internationale à l'Institut de recherche américain RAND, a appelé les États-Unis à lancer des campagnes d'information visant à persuader les soldats nord-coréens envoyés en Russie de faire défection. Cela nous laisse encore une question avant de commencer à discuter de ce que la présence de ces soldats signifie pour la guerre en Ukraine. Pourquoi la Corée du Nord a-t-elle envoyé des troupes en premier lieu? Eh bien, commençons par le fait que Poutine a désespérément besoin de main-d'œuvre. Après 2 ans et demi de guerre, la Russie a subi des pertes incroyables. Les rapports de l'état-major des forces armées ukrainiennes montrent que le pays a perdu 520 soldats depuis février 2022. Quelle solution Poutine voit-il face à un coup aussi grave porté à ses rangs? Amener les Nord-Coréens au combat. C'est une décision désespérée. Mais c'est là que la Russie se retrouve, acculée et à la recherche de tous les alliés possibles. Mais il y a autre chose. La Russie ne fera peut-être pas appel aux troupes étrangères si l'une de ses dernières tentatives de mobilisation obligatoire réussit. Valery Akumenko, du Centre britannique d'études sur les conflits, estime que le déploiement de troupes nord-coréennes pourrait être un moyen pour Poutine de gérer les conséquences d'un échec de la mobilisation. L'armée russe s'est heurtée à l'opposition de l'opinion publique et de nombreux conscrits ont tout simplement refusé de se battre. Alors, si vous ne parvenez pas à convaincre vos propres citoyens de risquer leur vie, pourquoi ne pas confier cette tâche à d'autres? Mais pourquoi la Corée du Nord accepterait-elle d'aider dans de telles circonstances? Il s'avère que Moscou et Pyongyang ont de nombreux points communs. Plus important encore, tous deux sont des parias en Occident, ce qui les a contraints à approfondir leurs liens ces derniers mois. Kim a même qualifié Poutine de camarade le plus proche, souhaitant au président russe un joyeux 72 et anniversaire le 8 octobre. Mais pour les deux pays, il ne s'agit pas seulement de subtilité diplomatique, il s'agit de survivre dans un environnement mondial hostile. Mais soyons honnêtes, cette relation croissante est motivée uniquement par des incitations mutuelles. Comme nous l'avons mentionné, Moscou a désespérément besoin de soldats et Pyongyang a besoin d'argent et de technologie. C'est un cas classique où tu me grattes le dos. Je vais gratter le tien. La Corée du Nord est à court d'argent et isolée. Et la perspective de recevoir une aide de la Russie est trop tentante pour l'ignorer. Sans compter que le pays pourrait bénéficier de manière significative de l'accès à la technologie militaire russe, ce que Moscou serait normalement réticent à partager. Kim souhaite que son pays soit reconnu comme un État nucléaire. Un peu de technologie russe pourrait grandement contribuer à atteindre cet objectif. D+. S'engager dans un conflit actif donne à la Corée du Nord l'opportunité de démontrer ses capacités militaires sur la scène mondiale, ce qui est le rêve de toute nation en quête de légitimité. Mais au-delà du côté théâtral, l'accord entre la Russie et la Corée du Nord donne aux soldats nord-coréens quelque chose qui leur manque cruellement, une véritable expérience du combat. D'une part, cela peut constituer un défi de taille pour ces branches, comme nous l'avons déjà mentionné. D'un autre côté, ils y voient une opportunité de goûter enfin au combat après des années d'isolement de la véritable guerre. Cela pourrait être un gros problème pour l'armée, dont le personnel est principalement formé aux défilés et aux postures, plutôt qu'aux situations de combat pratiques. S'ils reviennent en temps Corée du Nord, ils reviendront tous avec des connaissances précieuses sur la guerre moderne, les tactiques et les équipements qui peuvent être utilisés pour améliorer leurs propres capacités militaires. En bref, l'implication de la Corée du Nord n'est pas un acte de gentillesse aléatoire. Il s'agit d'un jeu stratégique de survie et de développement dans un monde qui leur a largement tourné le dos. Les deux nations opèrent en position de faiblesse. Ils sont donc naturellement attirés les uns vers les autres dans leur lutte pour la survie. À mesure que nous avançons, il est clair que la Russie et la Corée du Nord garderont à tout prix un œil sur le bénéfice mutuel du prix. Cela nous amène aux dispositions de sécurité mutuellement avantageuses qui répondent à la question du titre du film. En juin 2024, lors d'une rare visite en Corée du Nord, Poutine et Kim auraient signé ce qu'ils ont décrit comme un pacte de paix et de défense. Mais franchement, cet accord historique vise moins à maintenir la paix qu'à établir une alliance militaire pour fournir une aide mutuelle en cas d'agression contre une nation. Ce partenariat, que le porte-parole du département d'État américain,
Matthew Miller, a décrit comme un nouveau niveau de désespoir pour la Russie. Souligner le besoin profond de soutien alors que la Russie continue de subir de lourdes pertes dans ce conflit prolongé. Voyons maintenant les détails de ce pacte. L'accord représente un changement significatif dans les liens historiques entre les deux nations, qui ont connu des hauts et des bas au fil des décennies. Il remplace les accords précédents de 1961, 2000 et 2001, établissant la première coopération militaire formalisée entre les deux pays depuis plus de 20 ans. L'accord vise principalement à renforcer les défenses des deux pays. Contre Chine, ce qu'ils considèrent comme des menaces imminentes de la part de l'Occident, en particulier des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Si le texte exact de cet accord de défense mutuelle reste secret, des éléments clés permettant d'en comprendre les implications ont été mis en avant. Pour les besoins de ce film, la clause d'entraide est la plus importante. Cette clause stipule que les deux pays se soutiendront en cas d'attaque. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cette clause, ou cet accord en général, pourrait justifier l'ingérence de la Corée du Nord en Ukraine alors que l'agresseur est la Russie. Eh bien, lorsque les forces armées ukrainiennes ont commencé à pénétrer dans la région russe de Kursk, les choses ont changé. La Russie pourrait interpréter cette avancée comme une attaque sur son territoire, ce qui déclencherait la clause d'assistance mutuelle du pacte de défense. Cela permet à la Russie de se tourner vers la Corée du Nord pour obtenir un soutien militaire sous couvert d'autodéfense collective. Cela peut paraître tiré par les cheveux, étant donné que la Russie a déclenché un conflit plus vaste en envahissant l'Ukraine. Mais d'un point de vue juridique, une incursion sur le territoire russe constitue une excuse suffisante pour que la Russie se positionne en défenseur. Bien entendu, cela entraînerait de nombreuses complications. Pour que l'intervention militaire de la Corée du Nord soit considérée comme véritablement justifiée, la Russie devrait démontrer que les actions de l'Ukraine constituent une attaque armée contre son territoire souverain et que la réponse est à la mesure de la menace. Le principe de proportionnalité est ici important. Des réponses militaires excessives ou disproportionnées peuvent constituer une violation du droit international humanitaire. D+. Le monde est bien conscient de ces allégations de légitime défense, surtout compte tenu des sanctions en cours contre la Corée du Nord et de la condamnation générale de la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Ainsi, même si cet accord de coopération peut fournir une excuse juridique commode à la Russie pour demander l'aide de la Corée du Nord, la réalité est bien plus claire. Cet appel n'est rien d'autre qu'un prétexte à peine voilé pour une nouvelle escalade, et non un véritable acte d'autodéfense. Cela nous amène à la prochaine question cruciale. Alors pourquoi l'Ukraine ne peut-elle pas se tourner vers l'OTAN pour obtenir de l'aide? Malheureusement, il existe une réponse assez simple à cette question. L'Ukraine ne peut pas demander de l'aide à l'OTAN parce qu'elle n'en est pas membre. Le mécanisme de défense collective de l'OTAN, contenu dans l'article 5 de sa charte, s'applique uniquement aux États membres. Et bien que les dirigeants ukrainiens, notamment le président Volodymyr Zelensky, aient préconisé une adhésion accélérée ou une inclusion plus directe à l'Alliance, le pays appartient toujours à la catégorie des partenaires. Cela signifie que l'OTAN n'a aucune obligation légale d'intervenir militairement, aussi grave que soit la situation. Et selon Zelensky, la situation sera assez grave. Le président ukrainien a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à l'implication potentielle des forces nord-coréennes dans le conflit. Selon les informations qu'il a reçues, jusqu'à 10 soldats nord-coréens pourraient se préparer à combattre aux côtés de la Russie. Il ne s'agit plus de remettre les armes. Il s'agit en réalité de transférer des personnes de Corée du Nord vers les forces armées d'occupation, a-t-il déclaré, dressant un tableau inquiétant d'un conflit qui pourrait s'intensifier au-delà des frontières actuelles. Mais Zelensky n'est pas le seul à s'inquiéter de la possibilité que les troupes nord-coréennes se joignent au combat. Bien que les États-Unis n'aient pas encore porté plainte contre Pyongyang eux-mêmes, ils ont exprimé leur inquiétude quant à la présence potentielle de l'armée nord-coréenne en Ukraine. D'une part, l'implication de la Corée du Nord permettrait à Pyongyang d'obtenir pour la première fois des informations en temps réel, encourageant ainsi une nation déjà trop zélée. Comme l'a dit le général Charles Flynn, commandant de l'armée américaine dans la région Asie-Pacifique,
Je trouve très inquiétant ce genre de retour d'informations sur le champ de bataille réel qui permettent d'ajuster les armes, les munitions, les capacités et même les gens de la Corée du Nord. Mais la question demeure également de savoir quel impact la Corée du Nord aurait sur la guerre. Les législateurs américains, tels que le président de la Commission du renseignement de la Chambre des représentants, Mike Turner, ont qualifié les mouvements de troupes signalés d'inquiétants et d'escalade extrême du conflit en Ukraine. Cette opinion a été reprise par le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Christophe Lemoyne, qui a qualifié l'ingérence de la Corée du Nord en Ukraine d'événement extrêmement inquiétant et grave. Cette réaction est d'autant plus significative que, rappelons-le, le président français Emmanuel Macron était le seul dirigeant occidental à proposer l'envoi de forces de l'OTAN pour défendre l'Ukraine, ce qui avait fait grand bruit à l'époque. Mais qu'a à dire l'OTAN cette fois-ci? De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a assuré que l'Alliance surveillait de près la situation. Mais s'est également abstenu de confirmer le déploiement des troupes. Cela suggère que même avec des tensions aussi croissantes, les mains de l'OTAN sont liées. La légalité de l'intervention reste un obstacle important. Le pire, l'Ukraine ne semble pas plus proche de l'adhésion à l'OTAN qu'elle ne l'était au début du conflit, laissant le pays dans une position précaire. Bien que Zelensky ait récemment présenté son plan de victoire pour l'Ukraine, qui inclut l'adhésion à l'OTAN, les mesures concrètes pour atteindre cet objectif semblent insaisissables. En outre, les diplomates de l'OTAN soulignent que les frontières de l'Ukraine doivent être clairement définies avant qu'une adhésion puisse être envisagée. Ce qui est compliqué par le fait qu'environ 20% du territoire ukrainien est actuellement contrôlé par les forces russes. Ainsi, pour l'instant, l'OTAN est prête à offrir à l'Ukraine uniquement de l'argent, pas son adhésion. Mais cela changerait-il si la Corée du Nord s'y joignait davantage? Absolument. Le risque d'une escalade significative pourrait certainement amener l'OTAN à reconsidérer sa position. Si l'ingérence de la Corée du Nord apporte des avantages militaires significatifs à la Russie ou accroît l'intensité du conflit, elle pourrait contraindre les membres de l'OTAN à prendre des mesures plus décisives. De plus, les conséquences politiques de l'ingérence de la Corée du Nord pourraient leur pousser l'OTAN à intervenir, surtout si l'ingérence conduit à des crises humanitaires ou à des menaces importantes pour la sécurité européenne. Si les actions de la Corée du Nord sont considérées comme déstabilisatrices de la région ou contribuant à des crimes, l'OTAN pourrait justifier une intervention pour faire respecter les normes internationales et protéger la stabilité européenne. Ajoutez à cela les implications d'une alliance russo-nord-coréenne renforcée, et l'OTAN n'aura en effet d'autre choix que d'intervenir. Après tout, nous parlons d'une alliance de deux États dotés de l'arme nucléaire, dirigée par deux des régimes les plus imprévisibles et agressifs au monde. Une alliance russo-nord-coréenne renforcée déstabiliserait non seulement l'Ukraine, mais pourrait menacer la sécurité tout entière de l'Europe. Mais voici le problème. Si cela se produit, l'OTAN devra essentiellement choisir entre deux choix impossibles: rester les bras croisés et laisser l'Ukraine tomber aux mains d'une Russie enhardie soutenue par la Corée du Nord, ou intervenir et risquer une troisième guerre mondiale. Comme vous pouvez le constater, si l'OTAN entre directement dans le conflit avec des troupes et de nouvelles armes, les enjeux augmenteront à des niveaux sans précédent, transformant la guerre régionale actuelle en guerre mondiale. Une confrontation militaire directe entre l'OTAN et la Russie déclencherait presque certainement l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui obligerait tous les membres de l'OTAN à se défendre mutuellement, transformant ainsi le conflit en une guerre multinationale entre l'Occident d'une part et la Russie et la Corée du Nord de l'autre. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de bottes au sol ou d'escarmouches en vol. Il s'agit de 4 des 5 États dotés d'armes nucléaires reconnus confrontés à un conflit ouvert. Le risque d'une escalade catastrophique est indéniable. La Russie, déjà soumise à d'énormes pressions du fait des sanctions et des pertes militaires, considérerait l'intervention de l'OTAN comme une menace existentielle. Dans un tel scénario, Poutine a clairement indiqué que la Russie n'hésiterait pas à utiliser l'arme nucléaire. Après tout, la doctrine militaire russe autorise l'utilisation d'armes nucléaires tactiques dans une guerre conventionnelle.
en particulier si la Russie estime que son intégrité territoriale ou la survie du régime est en danger imminent. L'intégration de la Corée du Nord, un autre pays soupçonné de posséder des armes nucléaires dont l'équation ne fait qu'accroître la menace. Ainsi, dans ce contexte, la Troisième Guerre mondiale ne serait pas un autre conflit conventionnel à grande échelle comme la Seconde Guerre mondiale. Cela impliquerait presque inévitablement des attaques nucléaires, et une fois le seuil nucléaire franchi, la voie vers la désescalade est pratiquement inexistante. Les deux parties seraient en contrainte de riposter, ce qui entraînerait des destructions généralisées d'une ampleur jamais vue auparavant par l'humanité. Même si seule la Russie et les États-Unis, le membre le plus puissant de l'OTAN, participaient au conflit, l'issue serait tout simplement apocalyptique. Après tout, avec respectivement 5,44 et 5,500 ogives nucléaires, les États-Unis et la Russie possèdent maintenant près de 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Dans un conflit potentiel entre ces deux pays, des villes entières, des infrastructures et peut-être même des nations seraient détruites en quelques heures, sans décession. Le nombre de morts pourrait atteindre des dizaines de millions, et les effets, à long terme des retombées nucléaires et des dommages environnementaux, affecteront des milliards de personnes dans le monde. Une simulation de 2019 développée par le Programme sur la science et SOAR et la Sécurité mondiale de l'Université de Princeton donne un aperçu plus précis de ces chiffres. La simulation estime que plus de 90 millions de personnes seraient tuées ou blessées dans les premières heures d'un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Bien entendu, nous ne pouvons pas sous-estimer l'implication d'autres pays. L'implication de l'OTAN en Ukraine attirerait probablement d'autres puissances mondiales comme la Chine, une aspirante superpuissance mondiale qui entretient des relations complexes avec la Russie et l'Occident pourraient être contraintes d'adopter une position conflictuelle. Bien entendu, la Chine pourrait également profiter de cette escalade pour promouvoir ses propres intérêts dans des régions telles que Taïwan ou la mer de Chine méridionale. Même si une guerre nucléaire rendrait sans aucun doute inutile tout jeu stratégique dans ces régions, d'autres pays, qu'ils soient alliés de l'OTAN ou sympathisants de la Russie et de la Corée du Nord, pourraient également être entraînés dans le conflit, étendant leur portée bien au-delà de l'Europe et de l'Asie. Fondamentalement, ce qui commence en Ukraine va dégénérer en un conflit qui s'étendra aux quatre coins de l'Europe. Mais demandons-nous, êtes-vous d'accord? L'OTAN et la Corée du Nord en Ukraine peuvent-elles égaler la Troisième Guerre mondiale? Si tel est le cas, quel sera, selon vous, le déclencheur de l'engagement de l'OTAN? Ou pensez-vous qu'une guerre mondiale majeure peut être entièrement évitée? Et si oui, comment? Partagez vos théories dans la section commentaires ci-dessous.